Alors, nous vous remercions d'être venu pour participer à cette petite excursion pour pouvoir un peu connaître notre patrimoine naturel. Alors, Morne-à-l'Eau, c'est quand même une commune où les zones humides sont bien représentées. C'est l'une des communes qui, en superficie, a vraiment des zones humides qui rapprochent les 2000 hectares. 2000 hectares de zones humides. Les zones humides constituées de forêts marécageuses, de prairies humides, mais également de mangroves. D'accord? Donc, les deux grands ensembles forestiers qui ont ces zones humides, c'est la forêt marécageuse et la mangrove. Alors, il faut bien évidemment faire une distinction entre la mangrove et la forêt marécageuse, puisque vous avez des eaux différentes. La mangrove, en fait, elle reçoit de l'eau salée et de l'eau douce, ce qui va vous donner de l'eau saumâtre. Vous voyez cette couleur de l'eau, c'est de l'eau saumâtre, il y a de l'eau douce et de l'eau salée. Tandis qu'en forêt marécageuse, vous aurez exclusivement de l'eau douce, d'accord? Et c'est là, effectivement, que vivent les crabes de terre, ou on appelle encore les crabes blancs. Tandis qu'en mangrove, vous avez des espèces qu'on appelle les crabes à barbe, par rapport à leur long poil, d'accord? Comment? En Mantoue, c'est en Martinique. C'est vrai qu'il y a des termes qui changent, d'accord? Et il y a un plat aussi en Martinique qu'on appelle le matoutou, et ici, on l'appelle le matété, d'accord? C'est du crabe mélangé avec du riz, d'accord? Donc, ici, vous êtes le long du canal des Rotours. Alors, d'après vous, pourquoi on l'appelle canal des Rotours? Non, c'est pas vraiment ça. En fait, le canal des Rotours, vous savez, à l'époque, les ouvrages, eh bien, portent le nom de ceux qui sont les décideurs à l'époque. Alors, le canal porte le nom de gouverneur de l'époque, qui s'appelait Jean-Julien Angot Desrotours. Alors, Desrotours, il arrive ici en 1826, d'accord? En 1826. Et donc, c'est une période, il faudrait assainir, il a fallu assainir les terres, d'accord? C'était des zones marécageuses et le transport de la canne à ceux qui se faisaient en charabé ou en caboué. Donc, les routes étaient très chaotiques, très difficiles, et il fallait emmener toutes les productions de la Grande Terre vers Pointe-à-Pitre. Il a fallu creuser des canaux pour accélérer en fait le transport de ces victuailles. C'est pas naturel du tout. Ce n'est pas naturel, justement, c'est une bonne question. Le canal des Rotours, c'est le prolongement de la ravine des Coudres. C'est une ravine naturelle, celle-là, qui va partir au-delà de Blanchette, d'accord, qui arrive presque au niveau du Moule. Et donc, il a fallu prolonger la canalisation de cette ravine des Coudres pour arriver au cul-de-sac marin, d'accord? C'est un canal qui fait 5 à 6 km de long, construit par 300 hommes. Il y a eu des esclaves et aussi des affranchis. Il y a eu beaucoup de morts, à peu près 30 à 35 morts sous ce canal. Et il n'avait pas de gros matériel, c'était fort souvent à la main ou avec des petites pelles. Hein. C'était du matériel rudimentaire. Parce que vous savez, les plantes qui poussent dans la mangrove, ce sont les palétuviers. À fur et à mesure de la remontée de la salinité, vous avez vu l'apparition de ces palétuviers qu'on appelle les palétuviers rouges. D'accord? Les palétuviers rouges sont très reconnaissables grâce à leurs racines échasses. Ce sont de longues racines en forme d'arc de cercle qui vont essayer de s'implanter dans la vase. Au fur et à mesure qu'ils rencontrent une sédimentation, eh bien, ils vont s'implanter. Et c'est pour cela que de plus en plus, les canaux se referment. Si les canaux ne sont pas récurés ou entretenus, ils se referment. Mais c'est aussi le refuge d'une faune exceptionnelle. Hein. Au niveau des racines, vous avez des paloudes, vous avez aussi des huîtres de palétuviers, vous avez aussi toute une reproduction de poissons, des poules d'eau qui viennent effectivement s'abriter sous les racines de palétuviers rouges. Voilà. C'est un arbre aussi qu'on appelle vivipare. D'accord? Sa viviparité eh bien, s'explique par rapport aux fruits. Tu en as vu? Ah ben oui, elles sont partout là. Hein? Elles sont tranquilles puisqu'il n'y a pas de chasseurs. Donc elles se promènent tranquillement. Alors je disais que le palétuvier rouge, c'est un arbre vivipare. Parce que si vous regardez bien, vous verrez un fruit sous les arbres en forme de... C'est ce qu'on appelle des plantules.
Et c'est ce qui va donner par la suite un autre palétuvier. Et donc, quand ce fruit-là, il arrive à maturité, eh bien, il tombe, soit il se plante dans la vase, s'il rencontre de la vase, ou alors, au gré des courants marins, le fruit va partir et il va, si vous voulez, coloniser des hauts fonds. Et ça va vous donner des îlets de mangrove. Alors, en Guadeloupe, ici, les anciens appellent Gripon. D'accord? Le premier bout de Monalo, c'est à Vieux-Bourg. D'accord? Monalo se trouve à Vieux-Bourg avant le XVIIe siècle. Et avant l'arrivée des Européens, il y a quand même des habitants. On vous dit Christophe Colomb a découvert la Guadeloupe, mais il y avait des gens qui étaient déjà là. Ce sont les Amérindiens. On appelle encore les Caraïbes. Et les Caraïbes ont appelé Monalo la case aux lamentins. Le lamentin, qui est un animal en fait qui ressemble un peu au phoque ou à l'otarie, c'est un peu presque la même famille, et qu'on appelait également la vache de mer. Donc, premier nom donné par les Caraïbes, les Amérindiens, la case de lamentin. Et ensuite, à la fin du XVIIe, il y a eu la paroisse de Mornalo. Mornalo était à Vieux-Bourg, d'accord? Et ensuite, le bourg s'est transposé vers les années 1820 vers le lieu dit Gripon. Là où nous sommes partis, c'est Gripon à l'époque. C'est un lieu dit. Voilà, et on a gardé par la suite le nom Mornalo. Il y a même un nom Bordeaux-Bourg aussi qui a été donné à un certain moment à Mornalo. Voilà. Oui. Ben, la profondeur, Mathieu, c'est au moins 3 mètres. Hein? Combien? 2,50 m. 2,50 m à 3 mètres. Donc, les pêcheurs savent à peu près comment rouler, pas trop sur les extrémités, parce qu'il y a des branches, il y a les racines de paillettier où ils ne se voient pas. En général, ils essaient de se centrer. Et quand il y a 2 bateaux, bon, voilà, ça va ralentir et tout. Mais vous savez, ça ne se voit pas, mais il y a toute une vie dans cette forêt. Nous sommes en période de fête de Pâques, et c'est la période où les gens vont chasser le crabe. Hein, aussi bien le crabe de terre que le crabe de mangrove. Et peut-être il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur là. Ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Donc, des fois, ils vont avec tout ce qu'il y a à manger, leur sandwich et tout. Ils passent la journée là-dedans. Et ils retournent après des sacs de crabes. Ils reviennent avec des sacs de crabes. Et ça se vend très bien pendant cette période. Alors, 5 crabes à peu près. 5 crabes de terre, vous avez ce qu'on appelle des paquets. Ça se vend pas. Ça coûte à peu près 10 €. Mais tout dépend de la grosseur du crabe. Hein. Si vous avez des gros crabes, vous aurez 4 gros crabes pour 20 €. D'accord? Voilà. À la période de Pâques comme ça, il n'y a pas de quantité limitée. Mais il faudrait avoir un arrêté, enfin, qui couvre toute la Guadeloupe. Il n'y a pas encore d'arrêté. Il y en a en Martinique, mais ici, on n'a pas d'arrêté qui fixe la période de chasse des crabes. Ça devrait se faire parce qu'il y a des gens, même au-delà de la période de Pâques, vont continuer à chasser les crabes toute l'année. Ce qui n'est pas normal. Bonjour. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc là, vous voyez, lui, il a un plus gros bateau et donc il se fait avoir par la boule. Là. Je ne suis pas sûr qu'il puisse arriver là-bas. Bon, et en plus, il y a le phénomène de marée ici. Il y a un moment, la mer se retire. Alors voilà, donc lui, là, il hésite avant d'y aller, mais ce n'est pas grave. Oui. Les crabes, normalement, c'est 6 cm. La taille réglementaire, c'est 6 cm. Mais comme je vous dis, on discute de ça, mais il n'y a pas d'arrêté. Il n'y a pas d'arrêté qui puisse contraindre les gens à ne pas vendre en dehors des... Ouais. Les crabes de lesquels? Ah, les crabes à barbe, oui, il y a des moments, mais en fait, il y a un moment, les moments où les crabes sont dehors, c'est le moment de reproduction. En général, les mâles vont chercher les femelles pour s'accoupler. Normalement, les gens ne devraient pas aller les tenir.
Mais il y a des personnes qui ont d'autres techniques qui vont, si vous voulez, boucher les crabes. Donc, ils vont faire un amas de feuilles. Ils vont mettre au début du trou, ils vont boucher et ils vont laisser pendant 2 ou 3 heures. Et le crabe va se sentir asphyxié et les gens vont revenir. Et quand ils vont revenir, ils vont mettre tout de suite la main puisque le crabe est carrément au sommet, puisqu'il étouffe. Donc, ils vont le récupérer et mettre dans le sac. Ça dépend. Ça dépend. Il y a des crabes qui sont malins, comme disait madame, ou qui font plusieurs sorties. C'est-à-dire que s'ils se font attraper par là, ils vont sortir dans un autre trou. C'est ce qu'on appelle zévan. En créole, on dit zévan à crabe. D'où l'expression, c'est pas très gentil. Et on peut dire comme ça, né à aucun zévan à crabe. Alors, si quelqu'un vous dit ça, c'est bon, il ne vous aime pas. Hein? Quand on vous dit né à aucun zévan à crabe, c'est-à-dire que vous avez le nez large, très, très ouvert, vous respirez très bien. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour l'oxygène. Alors, vous voyez comment c'est très, très beau, c'est merveilleux, c'est magnifique par les tuviers rouges. Oui. Qui c'est? Ah, les ronds. Ah, oui, oui, oui. Mais oui, ils adorent. Hein. Mais ils sont en train de chasser. Mais oui. Oui, comme il disait le petit, on a toute une variété d'hérons hein, aussi dans ces zones humides. Des aigrets, des hérons garde-bœufs, notamment celui qu'on appelle détiquet. Il y en a un tout blanc que vous voyez avec un bec jaune, très souvent près des bovins. Eh c'est le détiqueur qu'on appelle le héron garde-bœuf. Voilà un chasseur de crabes qui a peut-être oublié quelque chose. Voilà. On a aussi le héron vert qu'on appelle le kyo aussi, qui vit ça. Voilà une poule d'eau, une belle poule d'eau. Oui, allez-y. L'eau vient essentiellement de la mer. Il n'y a pas de rivière qui alimente. En fait, l'eau vient effectivement de l'embouchure, c'est l'eau de mer. Mais comme je vous dis, sur le littoral, vous avez ce qu'on appelle des résurgences ou des exurgences. C'est de l'eau de pluie qui va intégrer la nappe phréatique et qui va être filtrée par le calcaire et qui va ressortir. Donc, tout le littoral, vous avez de l'eau douce qui vient se joindre à l'eau de mer, d'où cette eau saumâtre. Pour la mangrove. À partir du moment que vous voyez la présence de palétuvier rouge, vous avez de l'eau de mer quelque part. Vous avez une mer qui n'est pas très loin. On sait qu'il y avait une rivière continue qui alimentait aussi. Non, c'est des sources. C'est des sources. C'est l'écorce, c'est l'écorce. Et justement, on tannait des peaux avec. Pointe-à-Pitre, auparavant, qui était vraiment une zone très humide, eh bien, on a connu des tanneurs de peau, voilà, qui donnaient cette couleur un peu rouge. Voilà, c'est l'écorce qui donne cette couleur. Alors, des poissons aussi, il y en a pas mal aussi dans cette zone, notamment des lapias. C'est un poisson très connu ici et très riche, hein, très recherché dans certains pays, même dans les pays sud-américains, à Cuba, dans les grandes Antilles, ils consomment beaucoup le lapia, d'accord? Alors, il faut savoir aussi que, vous savez, dans nos us et coutumes, on parle beaucoup d'esprit, d'accord? Quand vous allez dans les bois, en fait, pendant la période sainte, d'accord, la période qu'on vient de passer là, les parents vous disent de toujours mettre un tricot à l'envers. Vous le retournez, vous le mettez à l'envers. Vous avez entendu ça? Quand vous allez dans les bois, pour ne pas vous perdre. Mais en fait, c'est pour tromper l'ennemi, pour tromper l'esprit. Vous avez mis le linge à l'envers, donc vous trompez l'esprit. C'est une façon de tromper l'esprit. Mais bon, vous savez, des fois on se fait des idées. Hein? Peut-être c'est des bruits, la nature c'est beaucoup de bruit, c'est le bruit des oiseaux, le bruit de grincement des branches d'arbres. Et donc on se fait des fois des idées et on se met à courir. Oh, il n'y a rien, il n'y a pas d'esprit. Voilà. Voilà. Attention, réponds pour moi. Yes.
Voilà, on arrive à l'embouchure. On arrive à l'embouchure. Et vous voyez comment, bon, c'est plus ventilé. Et vous avez vu pourquoi c'est plus ventilé, c'est parce qu'on n'a plus, on n'a plus cette protection des arbres, des palétuviers. Donc, les palétuviers jouent un rôle fondamental, effectivement, dans la protection des côtes, d'accord? Les zones qui sont plantées en palétuvier, eh bien, avant que les vagues atteignent le littoral, eh bien, voilà, il y aura moins de dégâts, en fait. D'accord. Et là, voilà, on arrive au niveau du grand cul-de-sac marin. D'accord? Alors, le grand cul-de-sac marin, il part depuis le nord de la Grande Terre, c'est-à-dire Anse-Bertrand, et il va rejoindre dès le nord de la Basse-Terre. Ça vous fait un grand V. Et pour ça, on appelle le grand cul-de-sac marin. Et de l'autre côté, vous avez le petit cul-de-sac marin. D'accord? Voilà. La montagne, sur la chute à la montagne. Comment? Vous avez la chute de la montagne là, qui est Oui, comme ça, et oui, 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 enfin, voilà. Ils ont voulu réintroduire les lamentins. Mais ils ont réintroduit deux, ça fait quelques mois, mais il y en a un qui est déjà mort. D'accord? Donc, les conditions ne sont pas les mêmes qu'il y a 400, 300 ans. Hein. Donc, voilà, maintenant, il y a plein de pollution, donc on ne sait pas. Voilà. 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 Alors, l'îlet que vous voyez sur votre gauche, c'est l'îlet Makou. L'îlet Makou. D'accord? L'îlet Makou, où j'ai une chapelle. Il y a une chapelle qu'on appelle Notre-Dame de la Garde. Et les gens qui veulent prier, faire des pèlerinages, ils y vont en barque, comme si en barque de pêcheurs. Et ils vont passer la journée là, faire des prières. Il y a même aussi des gens qui ont perdu leur doudou et qui viennent demander à Notre-Dame de la Garde que la doudou revienne le plus rapidement possible. Ils vont utiliser aussi des lotions qui vont mettre des gouttes derrière l'oreille, droite ou gauche, pour accélérer un peu la doudou, pour que la doudou revienne. Voilà, alors sous la droite aussi, comme je vous disais, hein, vous avez des îlots de mangrove, hein, je vous disais, et c'est le fruit, la plantule qui va donner ces plantations de palétuviers. Alors c'est très magnifique. Au niveau des tentes blanches là-bas, vous avez Point de Sable. C'est aussi un coin, oui, Point de Sable, qui est très agréable aussi pour les pique-niques. Mathieu connaît, il est souvent tous les jours, il est là. Nous avons sous la droite Petit Canal, on aperçoit un peu le clocher. Petit Canal, c'est la ville voisine de Morne-à-l'Eau, hein? La ville voisine de Morne-à-l'Eau. Voilà, voilà. Et Port-Louis, oui, Port-Louis, on ne la voit pas encore. On voit Petit Canal, mais après, on va casser le beau noir Port-Louis. D'accord? Et vous avez ce qu'on appelle un peu les bancs rousseaux, il y a des oiseaux, des fameuses frégates aussi, hein, des frégates et aussi des pélicans. Ce sont des oiseaux de zone humide, les pélicans qui ont cette fameuse poche jugulaire, qui adorent les poissons. Sous la gauche, on voit encore le clocher d'une église. Ah, c'est très catholique, hein? C'est Vieux-Beau, comme je vous disais, c'est l'ancien Morne-à-l'Eau. Et Vieux-Beau, c'est l'ancien Beau. Voilà, Vieux-Beau, avec son église située au sommet. Et juste devant nous, vous avez un îlet encore, mais un îlet, vous voyez, c'est une forêt sèche, hein, on le voit bien la différence avec les palétuviers qui sont sans père vivant, d'accord? C'est ce qu'on appelle l'îlet du Béran, l'îlet du Béran. Alors, je vais vous dire une chose, que le canal des retours, sa construction a duré à peu près 3 à 4 ans. 3 à 4 ans. Bon, les historiens disent de 1826 à 1829, d'autres vont décaler, mais vous savez, en tous les cas, à peu près 4 ans a été construit. Mais il y a eu des morts, je vous le disais. Et le canal, on a donné des patronymes en 1848 à certains esclaves qui ont travaillé sur cette zone, puisque la Guadeloupe a connu deux abolitions, 1794 1848. Et en 1848, il fallait donner un patronyme à ces personnes qui sont devenues citoyens. Parce qu'au départ, c'était un matricule et un prénom. D'accord? Un matricule et un prénom, puisque les esclaves étaient considérés comme des meubles. Donc voilà, les gens faisaient travailler comme ça, on n'avait pas besoin de nous. Mais je vais vous donner quelque chose, vous allez voir, peut-être ça va faire rigoler certains, mais lorsqu'on nommait les esclaves, ils ont utilisé beaucoup de stratagèmes, c'est-à-dire des noms pour dénigrer certains, parce que c'était l'arrêt
total de la production. Hein. Les colons perdaient de l'argent. Quand on arrêtait l'esclavage, c'est qu'il n'y a plus de production de sucre, il y a moins d'argent. Donc voilà, donc il fallait nommer. Et regardez des noms qu'ils ont donné, des patronymes qu'ils ont donnés à certaines personnes qui ont été attachées au canal des Rotours. Ils ont utilisé un champ lexical de la mer. D'accord? Alors, voilà. Il y avait un esclave qui s'appelait Mondésir. Le prénom Mondésir. On lui a donné comme patronyme Aviron. Vous avez un autre qui s'appelait Oscar. On lui a donné comme nom Pirogue. Nom de famille, hein? Patronyme. Il y en a un qui s'appelait Saint-Louis. On lui a donné nom Gabao. Vous vous rappelez, on a un pont qu'on appelle le pont de la Gabao. Les Gabao, c'est des grosses barques à fond plat qui permettent le transport dessus. Il y en a un autre qui s'appelait Hector. On l'a donné comme patronyme Barque. Il y en a un autre qui s'appelle Timothée. On l'a donné comme nom Beaupré. Tout ça, c'est des noms lexicaux liés à la mer. Et un autre qui sort du contexte, il y en a un qui s'appelle Couleuvre. On lui a donné comme patronyme Serpent. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de noms pour un peu dénigrer. Voilà, c'était l'époque. Voilà, c'était l'époque. Alors ça devrait être le contraire. Voilà. C'est eux qui ont travaillé et puis on Ouais, leur donne des noms à coucher. bon, c'est l'histoire. Bon, il faut la dire, ouais, il faut la raconter. Voilà. Alors, on est sur le canal des Rotours à Morne-à-l'Eau. Donc chaque année, bon, l'association Évasion Nautique Morne-à-Lienne propose des balades, hein, bien évidemment, pour faire visiter cet espace naturel. Et donc, dans le cadre de mon travail, je suis garde du littoral pour la ville de Morne-à-l'Eau. Je suis aussi adhérent à l'association Évasion Nautique. Donc, chaque année, je viens donner un coup de main, donc voilà, effectuer des visites guidées, hein, connaître un peu l'histoire, le patrimoine hein, qui se trouve autour de ce canal des Rotours. Hein, parce que très très riche, hein, qui fait 6 km de long. Voilà. Donc en tant que garde du littoral, c'est aussi une mission d'accueil d'information du public, hein, une mission aussi valoriser, faire comprendre aux gens des consignes hein, qu'il existe pour préserver ce patrimoine. D'accord. Donc des missions de police aussi, parce qu'il y a des fois des exactions qui sont faites sur certains sites à Morne-à-l'Eau. Il n'y a pas que le canal des Rotours, hein. Il y a la plaine de Gripon, il y a aussi le canal de Perrin et la plage de Babin. Donc voilà, donc c'est tout pour la nature, voilà, faire valoriser, faire connaître à tout un chacun, surtout les plus petits, les générations futures, pour que ce patrimoine puisse perdurer dans cette commune. Aujourd'hui, nous sommes à la fête du crabe de Morne-à-l'Eau et nous proposons un stand qui parle des crabes, donc les deux espèces qui sont consommées en Guadeloupe, le crabe blanc et le crabe à barbe. Donc nous présentons, parce que c'est très bien de consommer le crabe, mais c'est encore mieux de le consommer raisonnablement, de manière à le protéger, à pouvoir protéger la ressource et les milieux qui sont associés. Donc nous parlons de la mangrove et de la reproduction du crabe, de la taille minimum à laquelle le crabe devait être pêché, l'âge qu'il lui faut pour atteindre l'âge adulte. Donc il faut savoir que pour un crabe blanc, c'est 4 ans pour atteindre l'âge adulte, entre le juvénile et le crabe. Pour un crabe à barbe, c'est 3 ans, donc il faut laisser aux animaux le temps de se reproduire pour que nous puissions manger du crabe les prochaines années. Et nous parlons aussi des méthodes de pêche. Certaines personnes qui sont venues sur le stand nous ont raconté que lorsqu'elles ont acheté du crabe, lorsqu'elles l'ont cuit, ça sentait l'alcali ou ça sentait l'insecticide. Donc on parle aussi de ces méthodes de pêche qui sont très destructrices puisqu'elles tuent tout, elles tuent les juvéniles et les adultes. Et puis qui sont aussi un vrai poison pour les Guadeloupéens lorsqu'ils consomment les espèces. Voilà, donc nous avons à cet effet créé une petite BD pour les enfants de manière à... Voilà, une BD avec Boko le crabe qui parle d'un papy qui apprend comment est-ce qu'on pêche le crabe, comment est-ce qu'il faut aller poser les attrapes et comment il faut apprendre à protéger le crabe. Voilà. Eh bien, bonjour tout le monde à la fête du crabe. Moi, c'est Léon Assebed. Et nous, à stade de moi, c'est pour un petit banc la cisée. Et là, on va au cisée, on va voir toute qualité modèle des bancs. Des petites charrettes à bascule, des petits bancs pliants en forme de crabe. On peut mettre des petits mini-baos, on peut mettre verre ou bouteille à wadai.
On a des petits bancs comme des supports portables. On a des petits bancs pliants, carte de la Guadeloupe, Martinique, Dominique, tous les modèles, en forme de guitare aussi, en forme de tambour. On a des petits tableaux en tambour aussi, des moulins, des boucles d'oreilles, serbetières, moulins à café, réchaud à pétrole, petits balances, carreaux, charrettes, tous les modèles quoi. Et moi, on peut joindre moi à Petit Beau au 71 35 09. En porte-à-bain 71 35 09.